plutôt l'Australie. Et pour Colin Neal, Seules les bêtes, la France, a priori, mais ça pourrait peut-être être ailleurs. Je voulais, pour commencer, que vous nous disiez, quand on écrit un roman, il y a donc des décors, il y a des personnages, il y a une histoire. Comment cette cuisine-là se fait pour vous et le territoire, le lieu doit être pour vous la première chose à mettre en place, à imaginer? Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est plutôt le titre du livre qu'il faut avoir, ou est-ce que c'est un personnage, ou est-ce que c'est un sujet? Comment le décor prend place dans votre imagination? Colin a le temps de réfléchir pendant. Non, mais en fait, en ce qui me concerne, c'est le plus souvent le sujet sur lequel je bloque, qui va devenir obsessionnel, et ce sujet-là combine plusieurs facettes qui me parlent instinctivement. Par exemple, je ne sais pas si on prend l'exemple effectivement de ma trilogie anglaise, bon ben voilà, on va dire que j'avais le tiercé gagnant, j'avais l'Angleterre, c'est un pays qui m'intéresse pour sa culture, l'Angleterre des 70s avec la transition Thatcher, les réformes, la condition des travailleurs, et puis aussi effectivement le nord de l'Angleterre avec tous ces gens dont on parle jamais, les mineurs, les chômeurs et tout ça, et voilà. Donc on va dire qu'au bout d'un moment ça donne une sorte de tambouille où je me dis ok, je le sens parce que j'ai le cadre, j'ai la culture, j'ai l'histoire, j'ai une population, mais qui en même temps peut, si on prend les gens du Nord à Bradford et ailleurs, qui pourrait évoquer aussi certaines populations qu'on a en France, par exemple, de gens délaissés. Là, donc cette trilogie, donc ces trois romans qui se passent dans l'Angleterre, ça commence dans les années 70, si je me souviens bien. Est-ce que du coup la question c'est le sujet social qui est le point de départ, ou est-ce que c'est le sujet social en Angleterre? Donc bien sûr le décor va être l'Angleterre parce que c'est le sujet qui l'a déterminé. Comment finalement tu es parti de là? Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Non, mais c'est qu'en fait, c'est toujours difficile de répondre à ces questions, parce que je ne sais pas, tu diras tout à l'heure, mais c'est qu'en fait, quand on se lance dans un bouquin, il y a quelque chose, enfin, bien sûr, on réfléchit, on se demande si on sent tel ou tel sujet, mais il y a quelque chose de très spontané, quoi. Et moi, je sais que je suis un obsessionnel, donc, par exemple, je veux dire, par rapport à Jeudi Noir, jamais j'aurais pensé pouvoir écrire sur le texte, et puis je vois le match, et puis d'un coup, je pense qu'à ça. Voilà, et ça devient une évidence. Là, pour l'Angleterre, non, encore une fois, je fonctionne souvent par élimination, parce que je voulais faire un bouquin sur un tueur, mais je voulais pas d'un truc racoleur qui se passe aux États-Unis avec un tueur qui bouffe le foie des gens, qui viole des cadavres, je sais pas quoi. Je voulais pas du tout d'un truc sordide. Du coup, ça s'est pas passé aux États-Unis. La France, j'avais déjà traité d'autres pays, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'Angleterre? J'en ai jamais parlé. C'est une culture que je connais un peu à travers la musique. Et puis voilà, puis les années 70, et puis en faisant d'autres recherches sur Internet, très vite on tombe sur une affaire criminelle qui s'est passée pile dans la bonne période, enfin la période qui m'intéresse en tout cas, politique. Donc voilà, il y a une part de chance aussi, on va dire, voilà, qui après t'aiguille vers le bouquin. Donc Colin, plutôt les personnages, plutôt le sujet, ou plutôt le lieu qui s'impose d'abord? Je ne saurais pas dire ce qui s'impose en premier, mais ce qui est certain, c'est que le territoire, le décor pour moi est essentiel, quoi. C'est vraiment important. Pour moi, la clé d'un bouquin, c'est quand même que ça nous fasse voyager, au sens très large, hein. C'est pas forcément géographiquement, on peut voyager au coin de la rue, mais c'est que ça nous emporte quelque part et que ça nous immerge dans un univers, si possible, qui soit le plus éloigné possible de ce qu'on connaît, quoi. Vraiment que ça nous sorte de notre quotidien. Donc ça, c'est essentiel pour moi. Après, moi j'ai vraiment eu deux approches très différentes. J'avais mes trois premiers romans, c'est une trilogie qui se déroule en Guyane, où là pour le coup le roman part du territoire, c'est-à-dire voilà, c'était un territoire que je connaissais, dont j'avais envie de parler, et le sujet du livre
c'est la Guyane. Tout vient de là, et l'essentiel des intrigues, et les personnages sont construits par rapport au territoire, c'est-à-dire pour répondre aussi à des enjeux du territoire. Ils sont caractéristiques d'un certain type de population, d'une catégorie sociale, etc. Donc le territoire, tout part de là. Et tout se construit ensuite après. Et mon dernier roman, Seules les bêtes, pour le coup, c'est une approche complètement différente. C'était un sujet que je voulais traiter. Je voulais parler de solitude, je voulais parler d'amour, je voulais parler de manque, je voulais parler on pourra reparler de tous ces sujets-là. Et j'avais besoin d'un territoire qui permette justement de traduire cet isolement, c'est-à-dire quand à l'isolement mental s'ajoute l'isolement physique, au moment où on est vraiment tout seul. Et c'est ça qui m'a amené vers ces territoires. Donc on est dans le sud du Massif central, donc les grands causses, donc des paysages très désertiques, qui correspondaient assez bien à ce que je voulais en termes de paysage, et puis aussi parce que d'un point de vue social, quand j'ai creusé le sujet et la condition, le mode de fonctionnement des paysans, des éleveurs sur place, ça correspondait assez bien à ce que je cherchais. Mais la grosse différence, c'est que dans Seules les bêtes, je parle des causses en termes de décor, mais à aucun moment je dis où on est, je ne cite jamais un nom de rue, jamais un nom de ville, jamais. Donc c'est pas localisé, quoi. Donc le territoire est plus là pour apporter un décor et un environnement dans lequel va se dérouler l'histoire que comme sujet, comme c'était le cas dans mes précédents romans, quoi. Il y a l'exemple en parlant de ne pas de localiser, mais pas forcément de dire où on se trouve. Je pense que ça me fait penser aux auteurs qui ont créé des villes imaginaires. Dans la science-fiction, ça se fait souvent. Dans le polar David McBain, qui a inventé Isola, je crois que Faulkner avait une ville imaginaire aussi. C'est pas nommé, mais après le lecteur colle ses propres images. Ça peut être aussi une façon de détourner des associations d'idées pour s'affranchir de ces questions-là. Et le fait de dire, en vous écoutant, qu'il y a des choses, alors il y a besoin de faire des recherches, ou la Guyane, c'est parce que tu y étais. Justement, est-ce que vous avez besoin, comment vous approchez ça, justement, le fait d'écrire sur un endroit que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous avez besoin, justement, de connaître le lieu dont vous allez parler? Est-ce qu'il faut pouvoir décrire la rue? Est-ce qu'il faut pouvoir décrire la maison? Est-ce qu'il faut pouvoir décrire la colline au fond? Ou est-ce que finalement c'est là aussi où rentre en jeu votre imaginaire? Parce qu'en plus, Colin, il y a eu deux périodes, on va dire. Es-tu allé en Australie? Alors oui, j'y suis allé, j'ai fait tout le Queensland il y a 2 ans en van. Voilà, donc je ne suis pas allé dans le coin situé Cottons Warwick, qui est un village fictif que j'ai situé à une trentaine de miles de villages, je pense, similaires existants. Je fonctionne toujours pareil en fait. Lorsque j'écris sur l'étranger, ça m'arrive assez souvent, c'est pas mon créneau spécifique, mais il se trouve que ça m'arrive. C'est-à-dire que comme je sais très bien qu'on va m'attendre au tournant, et comme je sais très bien que j'ai pas envie de péter plus haut que mon cul, comme on dit, j'ai pas trouvé d'autres expressions, désolé, mais au moins tout le monde comprend, c'est pratique. C'est que du coup, je fais un mix entre soit des voyages que j'ai pu faire dans tel ou tel pays où je veux situer mon bouquin, je fais des mix entre mon ressenti de voyageur, si je suis allé sur place, et avec la documentation et on va dire l'imaginaire que j'ai et qu'on a tous plus ou moins à partir de certains bouquins ou films. Parce que déjà, je veux dire encore une fois, voilà, j'ai pas la prétention de parler de l'Australie comme si comme si j'avais vécu pendant 30 ans. Donc j'ai pas envie d'être un escroc sur ce coup-là. Par contre, j'ai pas non plus envie, sous prétexte que je n'ai pas vécu longtemps en Angleterre ou ailleurs, justement, de me priver d'une envie légitime de parler d'un pays que je sens. Donc c'est un mix entre les deux. Je me fais confiance par rapport à une certaine imagerie. Il y a une ambiance western dans Cottons Warwick que j'assume complètement, mais je me suis aussi beaucoup documenté sur l'Australie.
Mais justement, cette espèce de flou dans lequel j'écris toujours un peu mes bouquins qui se passent en Angleterre ou ailleurs, ou même en France, mais je veux dire une France que je n'ai pas connue, la France des années 70 par exemple, parce que je suis né en 79. Ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est que comme c'est une contrainte que j'ai, j'essaye de la transformer en avantage, c'est-à-dire de donner une portée, comment dire ça, intemporelle et interspatiale, on va dire, à mes bouquins. C'est-à-dire que la solitude, parce qu'effectivement, Cotton Warwick aussi, il y a beaucoup de questions de solitude et tout ce qui peut être induit par la solitude en termes de folie et de perversion, c'est que ça pourrait très bien se passer, je veux dire, au fin fond, je sais pas, de la Creuse ou de la Bretagne, voilà, où j'ai grandi à Marseille, dans des coins où vraiment, oui, on se croirait au Moyen-Âge, et oui, il y a un petit côté Cotton Warwick dans les quartiers nord de Marseille, quoi. Donc, du coup, voilà, j'essaye toujours de donner une autre portée à ces décors-là, parce que, voilà, je ne suis pas australien, je ne suis pas anglais, et voilà. Mais c'est pas effrayant d'écrire sur un lieu, finalement, que tu n'as pas sous les yeux tous les jours, ou que tu n'as pas moyen de dire je vais y aller pour voir comment c'est. Il n'y a pas de... tu ne te prives pas ou tu t'interdis pas. Au début, je flippais plus de ça par rapport au premier volet de ma trilogie anglaise. Saltant pour le pays, je flippais plus de ça. Je me disais que tout le monde allait m'allumer, que tout le monde me dirait que ça se verrait que c'était un petit Français qui avait écrit ça. Et en fait, bon voilà, il se trouve que c'est pas du tout les retours que j'ai eus. Il y avait même plein de gens qui pensaient que j'étais anglais, qui me disaient ah mais c'est Michael, c'est pas Michael Mention. J'ai dit bah oui Michael, voilà, né à Marseille, machin. Hein. Mais en fait le truc c'est que si on résume assez simplement, je veux dire le truc c'est que par exemple quand on écrit sur l'Angleterre et sur le nord de l'Angleterre, il pleut, il fait froid et ça pue la misère. Donc je veux dire en gros ça je veux dire, on le connaît en France, on peut le connaître aussi en Italie, dans certains coins à Naples ou ailleurs et tout ça. Donc par rapport à ce contexte-là, je m'en suis vite affranchi. Après, pour des pays qui ont vraiment des cultures différentes, par exemple le Japon, je prends cet exemple-là, ça m'intéresse beaucoup, mais je pense que pour des pays comme ça, si je n'y suis pas allé au moins une fois, je ne serais pas en mesure d'écrire. Parce que c'est vraiment une autre manière de penser, une autre culture, un autre quotidien, d'autres valeurs, un autre rapport à l'homme, à la femme, à plein de choses. Donc voilà. Donc voilà, de toute façon, généralement, quand j'écris sur des pays qui sont étrangers, c'est des pays de culture anglo-saxonne, et c'est une culture dans laquelle nous tous, on a quand même grandi, à travers le cinéma, la musique, les bouquins, voilà. Colin C'était quoi déjà je ne sais plus, Michael, tu me Désolé. rappelles. Non, mais elle m'a relancé, c'était pas prévu, je pensais. Écrire sur ce qu'on connaît, est-ce que c'est... Donc la Guyane, ça partait, tu vas pouvoir peut-être nous l'expliquer, vraiment de quelque chose qui t'était proche. La solitude sur des hauts plateaux, par exemple, est-ce que ça l'est autant que l'était la Guyane? Est-ce que l'un est plus facile que l'autre ou pas? Alors, bon, je pense que il y a des points sur lesquels on se rejoint avec Michael. C'est que clairement, moi, au début, j'étais pas à l'aise. Je pense que quand on commence, on n'est pas à l'aise pour parler de sujets qu'on ne connaît pas. Et plus on avance, plus on se permet de s'éloigner ou de s'éloigner de ses bases. Et je trouve que c'est là que ça devient intéressant, en fait. Moi, j'ai vraiment eu, voilà, j'essaie de voir en termes de territoire trois choses différentes. J'ai la Guyane, qui est un territoire où j'ai vécu, où j'habitais pendant 6 ans là-bas, et auquel je suis très attaché. J'y retourne régulièrement, j'y vais 2 fois par an, donc je suis très attaché. Ce qui ne veut pas dire que je connais parfaitement tous les sujets ou que j'ai pas besoin de me documenter pour écrire mes livres. Hein. Voilà, mon dernier roman en Guyane, je parlais des jeunes qui font la mule, qui sont embarqués dans le trafic de cocaïne. Voilà, moi j'ai jamais fait ça, pas encore en tout cas. J'ai pas de copains qui font ça, donc voilà, pour écrire ce bouquin, j'avais beau connaître la Guyane, connaître les lieux, j'ai quand même eu besoin de me documenter énormément. C'est pas parce qu'on connaît un territoire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher de l'info pour le bouquin. J'ai dans un autre, donc les causes dont je parle dans Seules les bêtes, pour le coup, là j'ai eu, c'est pas un territoire que je connaissais, mais j'y suis allé, je m'y suis rendu pour écrire le livre. J'ai passé 3 semaines là-bas avec des éleveurs, je passais du temps avec eux pour m'imprégner un petit peu de l'univers, donc je me suis documenté et j'y suis allé physiquement. Et puis à l'extrémité inverse, j'ai un chapitre
de Seules les Bêtes, j'ai 40 pages qui se passent dans une grande capitale africaine, où pour le coup je ne m'y suis pas rendu. Alors il se trouve que j'avais voyagé en Afrique dans le passé, dans une ville qui est assez proche de celle que je vise là. Et donc là pour le coup on est plus sur de la reconstitution entre les souvenirs qu'on a, la documentation qu'on cherche de la littérature, ce qu'on trouve sur Internet. On trouve beaucoup de choses sur Internet. Voilà, et c'est un mélange de tout ça, avec le défi qui est que, comme dans Seules les Bêtes, j'ai une partie qui se passe dans l'Écosse et une partie qui se passe dans cette ville. Il fallait que j'essaye, pour le lecteur, de rendre le même niveau d'immersion, parce que pour moi c'est quand même ça qui est important, donner cette impression d'être autant immergé dans un univers que dans l'autre. Donc ça c'est l'exercice de l'écrivain. On y arrive, on n'y arrive pas, des fois on se plante, enfin, voilà. Mais en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, d'avoir le même niveau de traitement de tous les sujets, quelles que soient les sources sur lesquelles on s'est appuyé, quoi. Que ce soit une source littéraire, vidéo ou physique ou intime, parce que c'est quelque chose qu'on a vécu quand on était gamin, ça peut aller jusque-là. Il faut essayer de donner l'impression qu'on est au même niveau, quoi. Et je pense que c'est tout ça est en fait dès les premières pages du livre, quel est le contrat qu'on passe avec son lecteur, quoi. C'est en gros, dès le début, on va dire au lecteur, est-ce que je suis en train de te produire un livre qui est entièrement imaginaire, ou à la limite, le lien à la réalité, on s'en fiche complètement, et ça peut être le choix, ou est-ce qu'au contraire, dès les premières pages, on va dire, non, on est sur un truc très réaliste, on va s'ancrer dans le réel, et là, forcément, à partir du moment où on se passe ce contrat avec le lecteur, on a le challenge, il n'est pas plus grand, mais le challenge est différent. Il faut qu'on essaye de rendre les choses crédibles. Et à mon avis, la clé, c'est ça, quoi. Le but, c'est pas que ce qu'on écrive soit vrai, c'est qu'il soit crédible, quoi. Parce que je pense que quand on dit quelque chose de faux, le lecteur, il s'en rend pas forcément compte. Quand on dit quelque chose qui n'est pas crédible, pour le coup, il s'en rend compte tout de suite, quoi. Et je crois que c'est Mark Twain qui disait ça, qui disait la différence entre la réalité et la fiction, c'est que la fiction doit être crédible. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est que le lecteur, quand on s'écarte un petit peu de la crédibilité, ça loupe pas, il s'en rend compte tout de suite. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai pour tous mes livres quand même une part de documentation en amont qui est très importante, voilà, que ce soit sur place ou avec des documents. J'ai l'impression que je me méfie quand même beaucoup de mon imaginaire, parce que je pense, je me trompe peut-être, que l'imaginaire spontanément nous amène vers les clichés, en fait, quoi. Vers les choses qui sont trop convenues. C'est mon avis, hein, je dis pas, voilà, chacun fonctionne à sa manière. Moi, j'ai l'impression que mon imaginaire m'amène vers les clichés, et qu'à chaque fois qu'on se documente, qu'on creuse quelque chose, il nous amène. Le but, c'est pas d'aller vers la vérité, mais il nous amène vers quelque chose qui est différent et qui est toujours plus intéressant. Moi, j'ai toujours plein d'exemples en tête de personnages que j'ai construits au début de manière totalement imaginaire. Et puis je me disais, non mais attends, là c'est cliché, quoi. C'est convenu, c'est évident, etc. Et on creuse la documentation, et à chaque fois ça m'a amené vers des choses qui étaient plus intéressantes. Mais après c'est bon fonctionnement, chacun fait à sa manière, quoi. Je peux juste réagir. Parce que alors si on se comprend parfaitement, parce que c'est vrai que c'est souvent un faux procès qu'on peut faire aux auteurs, c'est-à-dire que si on n'est pas rwandais, on ne peut pas parler du génocide rwandais. Si on n'est pas juif, on ne peut pas parler de la Shoah. Si on n'est pas écossais, on ne peut pas parler de l'Écosse. Au bout d'un moment, on ne peut rien faire. C'est-à-dire on est vachement frustré. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a cette question de la crédibilité. Et c'est aussi qu'à la limite, ce qui peut nous sauver quand on n'a pas eu la chance d'aller dans tel ou tel pays, ou quand on n'est pas familier de telle ou telle culture, c'est effectivement savoir si ce qu'on retranscrit est crédible, et savoir aussi si on arrive à capter l'énergie d'une ville ou d'un pays. Moi, pour le coup, j'ai pas spécialement confiance en moi au quotidien, mais j'apprends à me faire de plus en plus confiance sur ce plan. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de l'Angleterre, ou je sais pas, ou de l'Espagne, par exemple, parce que là, je l'ai évoqué dans Jeudi Noir, ou l'Australie, une ville, c'est une culture, c'est une énergie, c'est du son. Et ça touche à la musique. Et pour le coup, on peut aussi s'aider vachement avec notre ressenti, je pense, par rapport à telle ou telle ville. Et cette énergie, je pense que le lecteur, il la ressent ou il ne la ressent pas, par exemple.
j'ai écrit en ce moment sur les années 60, sur les Black Panthers, dans les ghettos, les Noirs et tout ça. Donc voilà, je suis pas né dans les années 60, je suis pas noir, j'ai pas grandi dans un ghetto. Donc franchement, je suis vraiment à côté de la plaque, mais j'y vais quand même. Et je me revois très bien comment ça commençait un chapitre avec décrire un truc dans un quartier, dans le ghetto, avec cette imagerie un peu la Starsky Hutch, avec les trucs par terre dégueulasses, les détritus, et puis les gens qui crèvent la dalle et tout ça. Et au bout d'un moment, je me dis, c'est bon, le cadre, on le comprend, mais je ne le ressens pas. Et si je ne le ressens pas, si je ne l'entends pas, ben, le lecteur, il ne l'entendra pas. Or, pour avoir grandi encore une fois dans des quartiers un peu craignos à Marseille et tout ça, même à Toulouse, ce qui peut caractériser aussi certains quartiers défavorisés, c'est pas forcément le fait que ce soit dégueulasse ou qu'il y ait des gens qui se piquent dans la rue, c'est le bruit. C'est le bruit, il y a beaucoup de bruit, il y a des gamins qui je sais pas, qui vont casser des trucs, d'autres qui vont jouer sur des bagnoles, les gens qui se parlent d'un balcon à l'autre, et tout ça, ça crée une énergie. Donc c'est vrai que même si on n'est pas allé dans tel ou tel pays, si on arrive des fois à capter ce truc-là, à le retranscrire, parce qu'effectivement il y a un pacte avec le lecteur de ce truc-là, c'est-à-dire que voilà, effectivement le lecteur, il va lire 2 ou 3 interviews de toi ou de moi, et voilà, il va bien voir que bah oui, qu'on n'a pas parcouru toute la planète pour parler de tel ou tel pays. Mais au bout d'un moment, je crois que si tu te lances un peu, et si tu essayes de capter ce truc-là, et ben effectivement le lecteur il peut être embarqué aussi, puis au bout d'un moment on se retrouve. Dans ce que vous dites, il y a le fait que vous parlez, vous avez un décor, mais finalement, ça nous renvoie peut-être à cette question de savoir que finalement, dans ce décor-là, il y a l'humain, qui est finalement quelque part un peu partout le même, au-delà de ces questions quelquefois de culture, mais sur ce qui est de l'angoisse, des peurs, de la misère, on retrouvera aussi ces caractéristiques-là un petit peu partout, après dans des décors différents. Là, il y a la question de qu'est-ce qui façonne. Je ne sais pas vous si vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est le décor qui va façonner, on dit que l'homme est le produit de son environnement, bien sûr, selon qu'on vive à la campagne ou que l'on vive en ville, quelle est l'influence respective, et ensuite l'homme façonne son environnement en retour, on le voit bien, on construit les villes, on a un impact sur notre environnement, et ça aussi c'est des sujets qu'on retrouve dans certains, je pense notamment peut-être plus à Colin, comment le territoire est influencé par l'humain qui l'habite. Ça, c'est même sans doute aussi un sujet que tu as abordé même professionnellement, un peu. Oui. C'est pas obligé. Eh bien, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que moi, moi j'ai si on va pas faire mon CV, mais moi j'ai travaillé effectivement sur ces problématiques de biodiversité et notamment de rapport de l'homme à la nature, voilà, que ce soit en Guyane, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit ailleurs en France. Mais moi, c'est des sujets qui m'intéressent vraiment. C'est comment effectivement les territoires et les hommes coévoluent, c'est-à-dire évoluent ensemble. Et je pense que je pense qu'il y a vraiment un gros enjeu quand tu écris un roman d'essayer de capter ça, quoi. C'est un peu, je reviens exactement sur ce que disait Michael. Le but, c'est pas de connaître parfaitement l'endroit, mais d'essayer de capter qu'est-ce qui fait l'âme de cet endroit. Je ne dis pas qu'on y arrive à chaque fois, on peut se planter, hein, mais en tout cas, c'est l'objectif du bouquin. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, quoi. Alors, vous êtes plutôt... parce que, Michael, en parlant, je ne sais pas si c'est conscient ou pas, tu parles plus de la ville. Moi, c'est plus... tu serais plus un citadin qu'un homme de la nature. Ah oui, complètement. Et... merci. Oui, et... Vous avez l'air fatigué. Il y a plus d'énergie dans nos livres que Mais tu vois, justement, c'est ça, c'est-à-dire que par rapport à Cotton, ce qui m'a donné envie d'écrire sur la nature, alors que je suis un pur produit de la ville et que j'ai respiré des pots d'échappement pendant 37 ans et tout ça, voilà, la campagne, ça m'a toujours emmerdé jusqu'à il y a 5 ans. Pour moi, c'était l'ennui, il ne se passait rien, il n'y avait pas de bruit.
Maintenant, je kiffe la campagne, je suis à fond. Et d'ailleurs, la campagne, ça me gagne, comme on dit. Ouais. Mais, non, mais voilà, c'est vrai, je kiffe la vague de la campagne. C'est comme ça. Mais non, mais le truc, en fait, c'est que du coup, ce qui m'intéressait, c'est que déjà, bon, il se trouve que j'ai lu des bouquins, alors ça va de d'Alva à Plateau et Grossir le ciel de Franck, ou d'autres bouquins qui, effectivement, m'ont vachement touché de par leur écriture et leur sujet, parce que du coup j'ai pu découvrir effectivement l'environnement rural, rural nord aussi, le cas de Benoît Mainville. Mais bon, comment dire ça, voilà, enfin là pour le coup on retombe par rapport à la première question, c'est que j'ai eu cette envie d'écrire sur la nature, mais je me suis dit oui, mais alors pour le coup, s'il y a vraiment un truc que je connais pas, c'est ça. Moi, les fermiers, la dureté du type qui va traire ses vaches et tout ça, je connais pas ça. Je connais la dureté de la ville et du monde ultra-libéral et tout ça, mais je connais pas cette dureté-là. Sauf que, du coup, je me suis dit que du coup, je voulais chercher un lieu, une contrée, qui bien évidemment façonne les individus, parce que ça pour le coup c'est l'une de mes obsessions, comme quoi effectivement on est tous le fruit de notre époque et dans le contexte. J'enfonce des portes ouvertes, mais ça me paraît toujours important de le préciser. Mais non, et le truc c'est que justement je me suis dit, voilà, je vais situer ça en Australie, dans le territoire du Nord, parce que effectivement c'est la nature, mais c'est une nature sur laquelle rien ne pousse, on ne peut rien cultiver. Donc en fait, ça m'intéressait d'aborder la nature sous un angle, qu'on appelle ça, très urbain, justement. C'est-à-dire que la roche, pour moi, c'est du béton. Et les individus qui sont là, même s'il y a des fermiers, des tondeurs de moutons et autres, je les vois comme des, je sais pas, comme des robots, comme des gens avec lesquels je bosse, qui des fois sont avec leur application BFM TV comme ça. Je me dis, oula, ils auraient pu se retrouver dans mon bouquin parce qu'ils font peur, quoi. Voilà. Donc voilà, donc effectivement, c'est d'avoir un traitement, urbain de la nature et d'essayer de réussir une fusion entre deux éléments, parce qu'effectivement, de toute façon, la solitude est universelle, la misère est universelle, et que ça se passe à Paris, et je veux dire à Barbès, ou que ça se passe en Australie, je veux dire, de toute façon, on en revient toujours aux mêmes limites, effectivement, de l'humanité, aux mêmes obsessions, aux mêmes vices. Et voilà. Et que de toute façon, la solitude, elle peut être fabriquée par les grands espaces, mais aussi par des villes avec des bâtiments partout qui, voilà, donc c'est... Moi, plutôt campagne, campagne au sens très très large, quoi. Même si, à titre personnel, moi, je suis plutôt un produit de la ville. Hein, j'ai grandi en cité, en banlieue parisienne. Mais bon, de par ce que j'ai fait après, j'ai toujours été plus intéressé par par la nature, les grands espaces et également les territoires agricoles et ruraux, quoi. Donc c'est vrai que moi mes livres, quoi, c'est l'Amazonie, c'est les causes, donc les campagnes françaises. J'ai même une partie de mes livres qui se passe aux îles Kerguelen, les îles australes, donc entre la Réunion et l'Antarctique, quoi, quelque part entre la Réunion et l'Antarctique. Donc c'est vrai que moi toutes ces zones naturelles m'intéressent parce que pour le coup là ça touche à mon intime, quoi. J'ai toujours été fasciné et intéressé par ça. Je trouve que c'est des décors qui sont plus riches que des décors urbains. Là, on est vraiment sur de la sensibilité personnelle, quoi. Je trouve que c'est toujours très intéressant de voir comment une intrigue prend une dimension différente quand tu l'inscris dans un territoire, et plus particulièrement dans un territoire rural. Mais moi, c'est vrai que plusieurs fois, ça m'arrivait de lire des romans, des polars ou autres, où on a une intrigue, on a une histoire, mais je dis, mais pour moi, il manque un décor, quoi. Il a pris la même histoire s'il l'avait inscrit dans une zone, alors elle pourrait être urbaine, mais sinon dans un décor très fort, un truc qui est vraiment de la personnalité, le bouquin prendrait une dimension différente d'un seul coup, et je trouve que c'est ce qui manque à certains bouquins. Parfois, moi, c'est ce qui me manque. Et donc, moi, j'attache beaucoup d'importance à cela, ouais, c'est vrai. Justement, parce que je sais que vous êtes lecteur, amateur de cinéma aussi, dans ces œuvres-là que vous lisez ou vous regardez, est-ce que vous auriez des exemples, pour parler des autres aussi, de ce qu'ils font, d'œuvres qui vous auraient marqué parce que justement elles sont portées par un lieu, portées par
un endroit en particulier ou un territoire assez vaste qui a assez d'importance justement pour être resté, quoi, faire partie de ces... On parlait de sens, beaucoup, tu parlais de sensations tout à l'heure, de ces sensations qui restent, et dans, je pense par exemple, quand on pense à Shining, l'image de Shining, ce bâtiment, c'est pas un territoire très vaste, mais il a une importance quand même capitale. Qu'est-ce qui vous aurait encore marqué votre imaginaire, vous? Moi j'ai ça, quoi. Pour Seules les bêtes, j'avais souvent en tête ce roman que j'aime beaucoup, L'été meurtrier de Sébastien Japrisot, parce qu'il y avait cette structure en roman choral, voilà, avec les personnages, etc., qui correspondaient bien à ce que je voulais faire, mais on avait aussi cet univers, on est dans les Alpes-Maritimes, voilà, on est dans le rural, en plein dedans, et l'univers il est hyper bien rendu, hyper présent. Donc c'est presque systématique. Mais quand je parle moi d'univers et de voyage, je le vois de manière assez large. C'est pas forcément un territoire géographique. Je pense, on en parlait tout à l'heure, je suis en train de lire un livre, c'est Grégoire Hervier qui s'appelle Vintage, qui est dans l'univers du rock'n'roll. C'est un mec qui part à la recherche d'une guitare mythique, qui est inconnue, voilà, et il part aux sources du rock'n'roll. Moi, c'est un milieu que je connais pas du tout, je suis plutôt rap que rock, quoi, donc c'est pas du tout mon monde. Et c'est génial parce que, voilà, il nous décrit pas grand-chose sur les paysages, mais par contre, on a cet univers du rock'n'roll, c'est un voyage à l'intérieur de ce monde-là. Et donc, pour moi, le contrat, il est là, quoi. On a le voyage, on a le dépaysement, on a ce côté immersif qui est réussi, quoi. Je prends cet exemple parce que c'est ce que je disais hier soir, jusqu'à 3h du matin, parce qu'il y avait un peu de bordel dans les rues de Caen la nuit dernière. Donc, je n'arrivais pas à dormir, donc j'ai dû. Mais voilà, pour moi, cette idée du voyage et de l'immersion, elle est toujours là, quoi. Donc je pourrais en citer plein, hein, mais pour moi, c'est vraiment fondamental, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que, par exemple, en t'écoutant, moi, je pensais à Goodies, à Rue Barbare, qui est un bouquin que j'aime beaucoup, mais... oui, bon, ouais. Le film n'est pas une super adaptation, quoi. Giraudot et Donadieu sont bien, mais... Oui, bien sûr. Oui, puis, avec la Villiers, si tu fais des musiques. Ouais, mais justement, c'est que, en fait, je sais pas comment dire ça, c'est que j'ai l'impression, effectivement, comment dire ça, ce côté immersif dont tu parlais, là où il peut vraiment devenir grisant pour moi, c'est qu'en fait, comment dire ça, c'est quand je me retrouve en immersion et dans un bouquin ou un film qui pourrait se passer partout. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que oui, effectivement, j'ai cet attachement au lieu. Quand tu regardes un film, oui, pardon. Je sais pas, si tu regardes, comment il s'appelle, par exemple, le Collatéral de Michael Mann, bon, mais ça se passe à Los Angeles. Il a su capter l'énergie de Los Angeles, parce que j'ai pu en voir dans des documentaires, je ne suis jamais allé, pour ce qu'on a pu m'en dire. Mais là, pour le coup, c'est spécifique. Mais là où vraiment je peux m'éclater, c'est quand je vais lire des histoires qui te disent que ça se passe effectivement dans le Montana ou ailleurs. Et en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que ça fait intervenir ton vécu, ton parcours, ça te renvoie à des paysages que tu as connus. Je ne sais pas si tu es en colo dans le Jura ou je ne sais pas où, n'importe où, ou en Isère par exemple. Ça fait intervenir aussi, je sais pas, des souvenirs de gens qui ont pu t'en parler, des amis, tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire quelque chose qui serait à la fois très précis dans une œuvre, quand tu la lis, parce que tu te sens plongé dedans, et en même temps très flou. Et cet équilibre, j'y tiens beaucoup, et je me rends compte que je fonctionne de plus en plus comme ça dans mes bouquins, ce qui me fait assez plaisir, parce que du coup, oui, il faut se documenter, il faut tout ça, mais il faut aussi, je pense aussi, lâcher du lest et arrêter voilà, effectivement, on va y aller forcément chronométré par rapport à telle rue et je vais situer ça, voilà. Après, on peut, voilà, j'ai longtemps fait ça pour mes bouquins. Il y a des modes sur le réalisme. Oui. Tiré d'un histoire fait vrai aussi, ça fait oui. On est dans une époque aussi où il y a un besoin de... Oui, alors il y a des modes, ce qui est vrai, mais il y a aussi quelque chose qui fait que quand tu te lances dans ton bouquin, si tu te poses un milliard de questions, je pense qu'avec Colin, on adore ce qu'on fait, mais chaque fois qu'on se voit, on échange un peu nos doutes, nos questions, nos angoisses par rapport à nos bouquins, mais comme beaucoup, de toute façon. Ça te rassure quand tu écris, et quand tu vas vérifier un petit peu sur Google Maps, te rassurer que s'il y a une poursuite, par exemple, et que tu dis qu'elle dure 10 minutes, c'est bon, ça peut être 10 minutes sur tel trajet. C'est pas 100 km en 10 minutes à pied, quoi. Voilà. Comment
faisaient les écrivains sans Google Maps? Je veux dire, Google Maps n'est pas une création très vieille. Comment faisaient vos prédécesseurs? Eh ben, c'est très simple, souvent ils se trompaient. C'est que je sais. Non, mais c'est vrai. C'est que je sais plus quel auteur, mais un mec super connu, genre Dumas ou je sais pas qui a situé. Putain, c'est lui qui a situé une rue dans Paris, en fait, mais en fait, il remonte la rue, en fait, il la remonte, mais à l'envers, quoi. Et voilà, bon, ben c'est sûr, c'est bien. Vous n'êtes pas devenu un peu aussi les techniques disponibles? Est-ce qu'elles ne créent pas aussi ces contraintes, n'ont pas créé ces contraintes de devoir se dire je vais vérifier parce que c'est faisable, tout simplement? Oui, peut-être parce qu'on se dit qu'effectivement, si on peut vérifier, ça veut dire qu'aussi nos lecteurs, ils peuvent vérifier. Bon, c'est pas très grave tout ça, je veux dire. Mais je pense que dans le passé, effectivement, les gens se trompaient. Mais disons que mettre une rue en sens inverse et se tromper dans les numéros, comme tu disais, à la limite, on s'en fout, c'est pas grave. Mais par contre, se méprendre totalement sur comment sont, sur la réalité, c'est-à-dire sur l'ambiance. Moi, j'ai toujours en tête Tintin au Congo, quoi. Tu vois, le procès qu'on fait aujourd'hui, et je pense qu'il y était jamais allé. Hergé s'est même excusé derrière parce que voilà, il était sur ses clichés, etc. Il entretenait ses clichés. Et je pense que ça, pour le coup, il faut s'en méfier. C'est l'extrême, Tintin au Congo, mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur de ce type-là, quoi. Et je pense que là, il y a un autre sujet dont je voudrais parler, c'est que je pense qu'il faut faire un peu confiance à son imaginaire, c'est important, mais il faut aussi faire attention à l'impact que peut avoir notre livre sur les territoires qu'on présente. Parce que mine de rien, quand tu parles d'un pays, quand tu présentes un endroit, tes lecteurs, en lisant le bouquin, même si on n'a pas des centaines de milliers de lecteurs, on en a quand même quelques-uns, ça nourrit aussi leur imaginaire sur cet endroit, quoi. Et ça peut nourrir aussi les clichés, ça peut contribuer à entretenir des choses qui sont totalement fausses sur les territoires. Et là, je parle en connaissance de cause, parce que je reviens sur la Guyane, qui est un territoire que j'adore. Et c'est un territoire qui a la particularité d'être entaché de clichés, quoi. On ne parle pas beaucoup de la Guyane, mais chaque fois qu'on en parle, on parle du bagne, on parle des grosses bêtes. Les gens sont persuadés qu'on a des araignées qui nous tombent dessus pendant qu'on dort la nuit. Qu'on ne peut pas mettre un pied en forêt sans se faire piquer par un serpent, et qu'il y a des orpailleurs qui t'attendent avec leur kalachnikov derrière chaque arbre, et les gens ont ça en tête, et les Guyanais sont hyper susceptibles parce qu'ils en ont marre qu'on entretienne cette image de leur territoire, et chaque fois qu'on a des films qui sont réalisés, des séries réalisées sur Canal+, etc., on entretient un petit peu ce mythe-là. Et il ne faut pas se méprendre sur l'impact que peuvent avoir ce genre de fiction, que ce soit un roman, une série, un film, qui contribue à entretenir le mythe. Et je pense que là, il faut aussi qu'on fasse attention. Ou pas, hein, on fait ce qu'on veut, on n'a aucune obligation. Responsabilité, quoi. Voilà, c'est la responsabilité, chacun fait ce qu'il veut, on n'a aucune obligation. Un auteur de fiction en particulier n'a pas d'obligation de dire des choses vraies, il peut dire ce qu'il veut. S'il veut dire que la Guyane c'est un coup de gorge et qu'on se fait égorger des conscients de l'avion, il a le droit, chacun son. Mais moi des fois je réfléchis à ça avec la Guyane en tête en disant voilà, qu'est-ce qu'on véhicule comme image sur les territoires et comment les territoires et les gens, parce que mine de rien quand on parle de territoire, il y a quand même des gens qui sont derrière et qui vivent, comment ils peuvent le recevoir derrière. Alors après la différence c'est que il y a des territoires sur lesquels on écrit ou pour lesquels on est certain que les habitants du territoire ne nous liront jamais. Et puis des fois, c'est pas le cas. Moi, il se trouve que j'écris sur la Guyane, que mes bouquins se vendent plutôt bien en Guyane et que les Guyanais lisent mes livres. Donc, j'ai un peu peur de ça, de comment ils vont le recevoir. Si demain, j'écris sur les Inuits au Nunavut, peut-être que je me poserai moins la question parce que je me dirais, bon, ils liront jamais mon bouquin et puis j'ai pas d'amis là-bas, etc. Donc il y a aussi toutes ces questions-là qui entrent en ligne de compte quand on écrit sur un territoire. Mais voilà, je voulais dire ça parce que c'est quand même important, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours un équilibre, quoi. On peut s'écarter de la réalité, on a le droit, hein, c'est liberté d'expression, etc. Mais on se pose, enfin moi je me pose cette question de savoir est-ce que j'entretiens pas quelque chose de faux, quoi. Et se documenter, on revient sur s'écarter des clichés, c'est aussi un moyen de produire quelque chose, parce que je pense que quand on s'approche de la réalité, souvent, c'est souvent plus intéressant.
Et je trouve que c'est plus intéressant de s'en écarter en connaissance de cause que s'en écarter par méconnaissance, en fait, quoi. On est d'accord. Tu es d'accord? Je suis entièrement d'accord parce qu'il se trouve que Cottons, je l'ai écrit, la première version remonte à 8 ans. Voilà, je ne maîtrisais pas autant mon imaginaire à l'époque, on va dire. Donc c'était clairement un hommage au livre et au film de genre. Mais pour le coup, il y avait je ne vais pas dire pratiquement que du cliché, mais par exemple, je me souviens, je l'avais fait lire à un collègue de boulot qui m'avait dit, le problème c'est que tu juges tes personnages, c'est tous des bourrins, tous des gros cons, tous des alcoolos violents, et tu les juges et voilà, et c'est malsain, et en fait, quelque part, on n'a pas envie de, quelque part, tu fermes la porte dès le début. Bon, entre-temps, j'ai des bouquins qui sont sortis, j'ai aligné certains anciens bouquins, je les ai réécrits pour les aligner sur les nouveaux, puis bon, heureusement j'ai un peu grandi aussi dans ma tête. Et c'est vrai que maintenant, par exemple, la version qui est sortie, que je revendique pleinement, et je rebondis par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire que j'ai pu enfin, parce qu'il se trouve que les personnages sont toujours aussi bourrins, alcoolos, violents, et même encore beaucoup plus à la limite, mais ça m'intéressait d'explorer le pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que des gens deviennent comme ça. Donc déjà, c'est la rudesse du cadre où ils sont nés, c'est le fait qu'ils ont été lâchés par un gouvernement, qu'ils sont méprisés par tous les Australiens de Sydney et d'autres. Ça, pour le coup, c'est un truc que j'ai ressenti quand je suis allé en Australie. Et donc, du coup, je suis d'accord avec toi quand tu parles de la responsabilité qu'on a, c'est-à-dire que moi, j'ai mis un point d'honneur, effectivement, étant donné que j'écris souvent sur l'étranger, moi aussi, à essayer d'aborder toutes les facettes, je ne sais pas, effectivement, d'une autre population. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour faire l'apologie des Australiens ou des Allemands, par exemple, dans Jeudi Noir. S'il y a des points qui me semblent négatifs, je les évoque. S'il y a des points positifs, je les évoque aussi. Parce qu'effectivement, on a cette responsabilité et que je pense que quand on fait du noir et quand on creuse, on va chercher là où ça fait mal, même si ça peut être poisseux, sombre et tout ça, on revient toujours au même truc, je reste convaincu qu'on fait ça dans une démarche de partage. Je sais pas, oui, on a peut-être besoin, ou je sais pas, d'être consolé, ou d'avoir l'impression d'être consolé, ou en tout cas de se retrouver avec les gens. Et, voilà. Et en fait, on peut pas partager avec les gens, avec les lecteurs, si on est dans quelque chose qui touche au rejet, au jugement. C'est-à-dire, voilà. Or, ça n'exclut pas de faire des livres vraiment sombres et poisseux, dégueulasses et vraiment rudes et tout ça, mais en tout cas, respecter la culture qu'on aborde, essayer en tout cas de la respecter et de comprendre comment fonctionnent certaines populations. Je trouve que c'est normal, quoi. C'est la moindre des choses, et je te remercie d'en avoir parlé parce que c'est devenu un truc vraiment très important pour moi. Et puis un peu de nuance dans la littérature, et notamment dans le noir, c'est pas plus mal, parce que les portraits à une seule tonalité, c'est généralement assez chiant, quoi. Enfin, de montrer l'ambivalence aussi, c'est pas mal. Bon, l'heure a quand même pas mal tourné. On voulait quand même savoir, parce qu'on discute ensemble, mais vous êtes là aussi, si vous avez envie de leur poser des questions à l'un ou à l'autre, de ne pas hésiter d'en profiter qu'ils soient là, si ça vous suggère des réflexions. On va avoir besoin d'un peu de son, je crois, sur un micro. Ou on passe le nôtre, ouais. Je suis en train de lire Seules les bêtes, et je trouve qu'il y a des relevés qui sont quasiment anthropologiques sur la population là-bas. Et vous avez dit que vous avez passé 3 semaines là-bas. Je ne sais pas si vous avez fait des relevés de langue, de vocabulaire, de manière d'être, de manière de faire. Je ne sais pas si c'était des photos ou c'était juste la mémoire qui vous a permis d'écrire comme ça. Mais je trouve que par exemple le personnage de Joseph, on a l'impression qu'il est quasiment sorti de cette terre. Il est façonné par le territoire complètement. Voilà. Merci beaucoup d'abord, ça fait plaisir. C'est vrai que sur Seules les bêtes, c'était un objectif dès le départ. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle le roman choral, c'est-à-dire c'est la même histoire qui est racontée par 5 personnages à la première personne. Et c'était le pari de départ, je voulais essayer d'aller le plus loin possible dans encore une fois le côté immersif, qui passe par la description, par le paysage, par l'environnement, par le quotidien des personnes.
mais aussi par leur manière de s'exprimer. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la langue, sur la manière de s'exprimer pour que chaque personnage ait quelque chose de vraiment typé. Donc là, comment on fait, c'est pas très facile à expliquer, quoi, parce que, et puis des fois on n'y arrive pas, hein, encore une fois, ça marche ou ça marche pas, c'est un peu un pari. Moi j'ai passé du temps sur place, donc j'ai passé, voilà, pas énormément, hein, voilà, j'ai passé 2 semaines avec des éleveurs sur le Cosméjean en Lozère, pour partager un peu leur quotidien. On parle de Joseph, hein, c'est cet exemple, mais chaque personnage a un petit peu son histoire. Et après, on mélange ça avec beaucoup de vidéos, quoi, parce que voilà, en regardant un petit peu comment les gens s'expriment, comment les gens parlent, et on se pose des questions toutes bêtes, quoi. Par exemple, on a un éleveur qui raconte sa vie. Il est avec ses moutons toute la journée. Et tout simplement, quand il parle de ses moutons, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire mes bêtes? Est-ce qu'il va dire mes animaux? Est-ce qu'il va dire mes brebis? Est-ce qu'il va dire mes moutons? Voilà, des questions de vocabulaire qu'en fait on ne s'est jamais posées, quoi. Et donc voilà, ça c'est des questions qu'on se pose quand on essaye d'écrire à la première personne, parce que quand on écrit à la troisième personne, on s'en fout un peu, c'est pas très grave, c'est l'auteur qui parle. Et donc là on passe par des vidéos, on passe par des discussions, on essaye de rendre quelque chose, mais on n'est pas à l'abri d'une erreur, quoi. Et donc c'est un peu voilà, c'est un peu les sources qu'on utilise. J'ai une autre partie, alors sans vous révéler l'histoire, mais il y a une autre partie, donc cette partie qui se passe en Afrique. On a un personnage qui a ce parler africain, qui était donc d'Afrique francophone, Afrique de l'Ouest francophone, qui était aussi un gros défi parce que je voulais essayer de retranscrire cette manière de parler avec un vocabulaire, avec une manière de s'exprimer, etc. Donc ça a été aussi assez difficile. Et là, on revient aux nouvelles technologies, c'est que, enfin, au numérique, une des sources d'information qui a été pour moi la plus utile, c'est que quand on va sur Internet, quand on regarde des articles, on est quand même sur de l'écrit, quoi. On est quand même sur quelque chose qui est un petit peu littéraire, un petit peu travaillé. Et moi, je voulais quelque chose qui soit intermédiaire entre l'écrit et le parler, quoi. Et la source d'information qui a été la meilleure pour moi, c'était Facebook. Parce que, et notamment ce que les gens mettent en commentaire sur Facebook. Donc je suis allé j'ai cherché des profils africains, quoi, profils de gens d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, etc. C'était Abidjan en l'occurrence que je cherchais. Parce que voilà, quand les gens ils mettent des commentaires sur Facebook, pour moi on est vraiment à l'intermédiaire entre le parler et l'écrit, quoi. Et c'est là que j'ai trouvé les sources les plus riches sur la manière de construire cette langue, cette manière de parler, de réagir, jusqu'à des fois faire des copier-coller, quoi, piquer des phrases, des constructions de phrases, et puis les adapter à ma manière et les adapter à mon histoire, quoi. Je pense que là, effectivement, je ne sais pas comment les gens faisaient avant, mais avec Facebook, des fois on touche à des... Facebook, ou alors quand il y a des articles de presse, je regardais l'article, mais je regardais surtout les commentaires en dessous, quoi, comment les gens ils critiquaient, comment ils s'insultaient entre eux, etc. Où on est vraiment sur du quotidien, quoi. Des gens qui n'ont pas une approche littéraire de l'expression. Et voilà. Alors on mélange un petit peu, c'est un peu ce que disait aussi Michael, on mélange toutes ces sources pour essayer de construire quelque chose qui ait un peu de cohérence sur l'ensemble du bouquin, quoi. Et alors, vous aviez d'autres questions si quelqu'un voulait intervenir ou revenir sur tout ça? Moi, je voulais demander par rapport au nom Cottons Warwick, puisque c'est un nom que vous avez imaginé vous-même. Comment est-ce qu'il vous est venu? Parce que moi, par exemple, il m'arrive d'écrire un peu aussi, et j'ai toujours du mal avec les noms, donc comment est-ce que ça vous vient? Et là, en l'occurrence... Et en fait, c'est tout con, c'est que Warwick, ça m'est venu de Warwick Davis, le nain qui joue le personnage de Willow. Voilà. C'est un prénom qui m'a toujours fait rire. Warwick. Je veux dire, il existe, hein, ce mec-là, c'est un prénom d'elfe, je sais pas, mais il existe, donc Warwick. Et puis, en fait, ça m'intéressait en fait de donner justement ce côté un peu western, un peu Lucky Luke, genre Daisy Town, ce genre de truc, et justement d'évoquer le coton, c'est-à-dire d'évoquer quelque chose qu'on pourrait cultiver dans un coin où en fait on cultive rien et surtout pas du coton. C'est-à-dire que même le nom de la ville est mensonger et fictif, voilà, c'est tout. Et après, effectivement, des fois on essaye, on parlait d'énergie tout à l'heure, ou de qualité. Ce que tu disais sur la langue, enfin si on en parlera tout à l'heure à midi, mais je te rejoins tellement, enfin
parce que ouais, il y avait beaucoup de choses, on a passé le temps, mais voilà, mais tout ça pour dire qu'effectivement après ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Est-ce que ça claque? Est-ce que tu imagines le panneau Cotons Warwick à l'entrée de la ville ou pas? Voilà, ou je sais pas, ou Cotons sur scène, ça marche pas, tu vois, par exemple. Tu dis non, voilà. Cotons sur Yvette, non plus. Cotons Warwick, ah peut-être, je vais peut-être y aller. Voilà. C'est vrai que c'est super, quoi. Je trouve que ça claque bien comme Cotons Warwick. Ça prend 2 mois à le trouver ou c'est une semaine, 2 jours de réflexion, ce genre de choses? Non, généralement les choses viennent assez vite chez moi. Je parle en écriture, bien sûr. Mais excusez-moi, c'était trop tentant. Oui. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que généralement, si quelque chose prend vraiment trop de temps, je sais pas, une résolution d'intrigue, un personnage, et ben je me dis qu'il y a un problème en fait, parce que je fonctionne souvent à l'impulsion, donc le prénom de personnage, le début, la fin, on fonctionne par flash, mais on fonctionne beaucoup comme ça. Enfin, je sais pas toi. Non, pas du tout. Là, pour le coup, on n'est pas du tout. Moi, ça tout prend énormément de temps. Tout vraiment? Ouais, tout. Ouais. Tout prend énormément de temps. Ça décante très très lentement. Un bouquin, voilà, je suis pas capable de commencer à écrire un livre si j'ai pas déjà au moins une année de réflexion derrière, enfin de mûrissement. Et puis même au cours de l'écriture, les choses viennent très très lentement. Et puis si on parle des noms des personnages, des titres, etc., c'est aussi des choses qui viennent très lentement. Bon, j'ai aussi des noms de lieux qui sont inventés, quoi. Voilà, si on revient sur la Guyane c'est très précis, mais à chaque fois, souvent j'ai un nom de village qui pour le coup lui est inventé. À l'intérieur de ce territoire très documenté, j'invente quand même des petites choses. Mais les prénoms, les noms de village, etc., c'est des choses qui mettent beaucoup de temps. Même parfois, ce que je fais, c'est que j'écris tout le bouquin avec un prénom, je mets Dupont, quoi. Et puis à la fin, je fais rechercher, remplacer, une fois que j'ai vraiment trouvé le prénom. Tu n'as pas besoin que ton personnage, quelque part, tu le connais déjà, tu as son nom, pour écrire l'histoire? Alors, non, parce que alors, je sais que ça étonne toujours tout le monde quand je dis ça, mais moi, plus j'écris, plus je me rends compte de ça. Je ne connais jamais mes personnages au début du livre, je ne les connais qu'à la fin du livre, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le processus d'écriture que les personnages se construisent, et je n'ai l'impression de les connaître que quand j'écris le point final, et à ce moment-là, je réécris tout le livre pour l'adapter. J'ai un personnage qui peut être une femme au début et devenir un homme au milieu du bouquin, et à la fin, on adapte pour que ça soit cohérent. Il y a plein de choses qui arrivent en cours d'écriture, et donc le nom et prénom, forcément, il ne peut arriver que quand je le connais bien, mon personnage, et je le connais jamais au début, quoi. Et ça, moi, c'est vraiment, c'est systématique, quoi. J'ai toujours cet exemple en tête dans Obia, j'ai un personnage de flic, un major donc, qui est assez impliqué dans l'enquête, quoi. Et j'ai écrit tout le bouquin en me disant, il lui manque un petit truc au niveau personnalité. Je sentais qu'il manquait un petit machin que je trouvais pas. Je disais, ça viendra, etc., quoi. Et c'est en écrivant la dernière scène, enfin une des dernières scènes, où mes personnages partent en forêt. Et je me dis, alors lui, là, pour le besoin de l'histoire, il faudrait qu'il connaisse bien la forêt. Et je me dis, alors attends, s'il connaît bien la forêt, pourquoi il y va? Ah, et s'il était chasseur, quoi. Donc j'ai cette idée qui arrive à ce moment-là, vraiment, on était à la page 350, quoi, tu vois. Et s'il était chasseur, ça explique pourquoi il connaît bien la forêt, ça permet de construire des scènes autour de ça. Mais c'est du coup, le fait qu'il soit chasseur, ça a énormément de conséquences sur tout le bouquin, et notamment sur la toute première scène du livre, où il est dans sa ville natale, qui est Saint-Laurent-du-Maroni, qui est une ville qui est en train d'être grignotée par l'urbanisation avec des quartiers clandestins, des gens qui s'installent dans des bidonvilles, etc. Et ces bidonvilles qui grignotent petit à petit la forêt, quoi. Mais je me dis, mais attends, s'il est chasseur et qu'il aime sa forêt, peut-être que ce bidonville qui est en train de grignoter sur la forêt, il va le regarder avec un œil différent, quoi, parce que voilà, c'est sa forêt qu'on est en train de bouffer, quoi. Et donc voilà, donc cette idée qui est arrivée tout à la fin, elle a des conséquences sur la première scène, quoi. Et donc à ce moment-là, moi je réécris tout le bouquin avec tout ça. C'est très fastidieux, très laborieux, mais j'arrive pas à faire autrement. Et du coup, le nom de famille arrive à ce moment-là, enfin le prénom. Il va falloir qu'on se laisse qu'on se quitte sur ces territoires du coup intimes, on va dire, pour faire comme si on était dans une émission d'une chaîne quelconque. Donc merci pour ces confessions intimes, ça y est, je sais. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler de cette question de manière approfondie, de ces questions de territoire. C'était pas moi, je trouve ça. C'était l'occasion avec vos ouvrages. Merci à vous, puis de toute façon, merci beaucoup. on peut
continuer, si vous voulez, individuellement avec eux. On prend 5 minutes ensemble. Lisez Michael Mansion. Lisez Colin aussi. Colin, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.